Voilà. Donc, pour rappel, je vous ai présenté l'année dernière la première partie d'une enquête qui avait été réalisée au niveau des soins intensifs du CHU Sartillement. À l'époque, 148 questionnaires avaient été récupérés, ce qui correspondait à un taux de 92%. Suite à cette enquête, nous avons organisé avec le docteur Ledoux 5 séances d'information pour les unités, le personnel des unités de soins intensifs. Et donc ces 5 séances d'information ont eu lieu dans le courant de l'année 2014. Et au début de cette année, soit ça veut dire à peu près 6 mois après la transmission des informations, nous avons donc redistribué un deuxième questionnaire pour essayer d'évaluer d'une part si la perception des soignants par rapport aux dons d'organes avait changé et d'autre part quel avait été l'impact d'une information dans les unités de soins intensifs. Donc la population que nous avons interrogée est globalement la même. Nous avons un taux de récupération des questionnaires qui est un petit peu moindre, qui tourne autour de 80%, qu'on peut peut-être imaginer dû à une certaine lassitude. Vous en avez peut-être marre d'entendre un petit peu parler de ces sujets-là. Mais voilà, on doit aussi souligner que l'échantillonnage pour le deuxième questionnaire est forcément différent puisqu'on a peut-être touché dans le deuxième questionnaire des gens qui n'avaient pas répondu au premier. On a peut-être également touché par le deuxième questionnaire des gens qui n'avaient pas assisté aux informations. Alors la population, vous la connaissez, elle est comparable pour les deux parties de l'enquête, c'est-à-dire une majorité de soignants, 85% sont des infirmiers qui ont répondu au questionnaire et en général, ça tourne autour de 10% pour les médecins. Au niveau de l'ancienneté, il y a aux soins intensifs du CHU des gens qui y travaillent depuis apparemment vraiment très longtemps, puisque 74% ont plus de 50 d'ancienneté dans leur unité. Alors la première question, c'était avez-vous suivi une des formations qui ont été organisées au CHU? Et vous voyez que seulement 37 soignants dans ceux qui ont répondu, sur les 127 qui ont répondu, ont participé aux formations. Que seul un assistant a participé, mais on peut imaginer, comme il y a plus de 6 mois entre les formations et le deuxième questionnaire, que le turnover fait qu'il y en a si peu qui ont signalé avoir assisté. Et de manière assez étonnante, aucun intensiviste qui a répondu au deuxième questionnaire n'a assisté aux formations. Donc on peut constater que même en organisant 5 séances de formation, on ne touche qu'un tiers des soignants. Donc il y a quand même encore du travail à faire pour pouvoir faire passer une information à tout le monde. Alors, la deuxième question, on demandait aux gens s'ils avaient assisté au colloque de l'année dernière. On se rend compte que sur les 6 unités, une unité n'a pas du tout participé, n'a pu envoyer personne. Certaines unités, par contre, inscrivent chaque année beaucoup de personnes et on relève une moyenne de participation d'environ 20% des soignants de chaque unité. Alors, quand je fais le total des inscriptions d'aujourd'hui, eh bien, aujourd'hui, il y a dans la salle sur les 202 participants qui étaient inscrits au départ, 40 membres du personnel des soins intensifs du CHU, et ce qui correspond à 20%, donc ces chiffres ne sont pas du tout étonnants. On a repris également un certain nombre de questions qui avaient été posées lors du premier questionnaire. Une de ces questions, c'était, le cas échéant, seriez-vous d'accord que l'on fasse un prélèvement d'organes sur vous-même ? Alors vous voyez que là, on a un certain nombre de personnes qui ont répondu plus ou moins la même chose. Un médecin a répondu non. Un médecin et un assistant, pardon, aucun médecin n'a répondu non, mais un médecin et un assistant accepteraient qu'on fasse un prélèvement sur eux-mêmes, mais s'ils sont en mort cérébrale. Donc une certaine réticence par rapport aux donneurs à cœur arrêté, et on ne remarque pas à ce niveau de différence entre les universités, ni en fonction de l'ancienneté. Donc c'est des chiffres, il n'y a pas de différence statistique entre les deux questionnaires pour ces chiffres.
Alors, si les personnes sont favorables au don d'organes, ont-ils fait une démarche à l'administration communale? Alors là, avec une surprise, heureuse surprise, on constate qu'il y a une augmentation du nombre de personnes qui ont fait une démarche à l'administration communale suite à la formation. Alors, quand on regarde les chiffres, on voit que certaines unités n'ont pas changé ou ont même un petit peu diminué. Mais par contre, il y a des unités qui sont carrément passées de 0 à 13% ou qui ont carrément doublé le nombre de personnes qui avaient fait la démarche à l'administration communale. On ne constate pas à ce niveau de différence entre le personnel médical et le personnel infirmier, pas non plus de différence selon l'ancienneté. Alors, on doit quand même relever qu'arriver à un taux dans les unités de soins intensifs de 14% de personnes qui ont fait la démarche à l'administration communale, c'est tout simplement extraordinaire, puisque là, les chiffres dans la population, c'est que moins de 2% de la population a fait une démarche par rapport au don d'organes à la commune. Alors, on a aussi demandé comment les gens, si les gens avaient parlé à leurs proches du don d'organes. Et là, on voit que les chiffres, effectivement, il n'y a pas de différence significative entre les deux périodes. Et donc, il n'y a pas de différence entre les unités, il n'y a pas de différence selon la profession ou selon l'ancienneté. Alors, on s'est demandé, mais peut-être est-ce que, même s'il y a une petite diminution des gens qui en ont parlé à leurs proches, peut-être est-ce que c'est lié avec le fait justement qu'il y a plus de gens qui se sont inscrits au registre national. Donc, on pourrait se dire, ah ben, si je suis inscrit, je n'ai pas besoin d'en parler à mes proches. Eh bien non, 97%, on voit dans le questionnaire que 97% des gens qui se sont inscrits au registre national en ont également parlé à leurs proches. Alors, question très touchy, on a reposé la question, êtes-vous favorable au don de tissus? Alors là, on voit qu'il y a une petite diminution. Donc on avait sur le premier questionnaire 20% des personnes qui... une diminution des refus ou en tout cas des réticences. Il y avait sur le premier questionnaire 20% des personnes qui disaient ne pas accepter le don de tissu. On tombe là à 15%. On a encore quelques-uns, malheureusement, qui répondent « OK pour les tissus, mais pas pour les cornées ». J'espère qu'on aura un éclaircissement tout à l'heure sur ce que le don de cornée peut apporter. Aucun médecin n'a répondu non, donc il faut savoir que par rapport au don de tissus, ce sont uniquement les infirmiers qui s'opposent. Donc les réticences diminuent, mais il y a quand même encore plus de réticences à l'heure actuelle à accepter de donner des tissus qu'à accepter de donner des organes. Estimez-vous que vous êtes suffisamment informé sur les sujets suivants? Donc on avait proposé toute une série de sujets. Et alors là, on pouvait évidemment espérer que suite aux séances d'information qui avaient été organisées, on allait avoir presque 100% dans toutes les catégories. Alors, ce n'est évidemment pas possible, mais ici, on remarque quand même qu'il y a une augmentation dans 4 catégories sur 5. C'est-à-dire qu'en ce qui concerne le diagnostic de mort cérébrale, le management d'un patient mort cérébrale, les procédures de prélèvement et le prélèvement après arrêt thérapeutique, donc après arrêt circulatoire, eh bien, les gens semblent avoir mieux compris et il y a... Et il y a des augmentations relativement importantes. Par contre, on remarque clairement qu'au niveau de l'approche de la famille, il reste encore des problèmes que les gens estiment ne pas être suffisamment formés par rapport aux démarches et à la communication qu'il faut avoir vis-à-vis des proches du donneur. Alors, toujours par rapport à cette question, si on détaille un petit peu, on se rend compte que 100% des médecins estiment, dans notre questionnaire, 100% des médecins qui ont répondu, estiment être suffisamment informés sur la mort cérébrale, alors que seulement 18% des infirmiers considèrent qu'ils sont suffisamment informés. Et alors ça, c'est toujours un petit peu amusant quand on repense à la statistique que M. Ledoux nous présente d'habitude, qui vient d'un questionnaire d'examen
pour l'enseignement post-universitaire ou interuniversitaire, et à qui on a demandé aux étudiants médecins si la mort cérébrale était la mort de l'individu, et que vous voyez d'après les chiffres qui ont été répondus, eh bien 37%, donc c'est oui, presque 40% de la population estiment que la mort cérébrale n'est pas nécessairement la mort de l'individu ou ne savent pas. Donc là, il y a un petit peu un antagonisme entre les médecins du CHU de nos soins intensifs qui estiment être suffisamment informés et les futurs médecins ou les médecins quand ils sont interrogés dans le cadre de l'enseignement. Concernant le management d'un patient en mort cérébrale, il y a une unité sur les 6 qui ressent encore un manque important d'informations, qui s'estime pas suffisamment formée et qui, dans les commentaires qu'il était possible d'indiquer, a même fait la demande d'une checklist pour savoir quoi faire quand on a un patient en mort cérébrale, comment le manager, qu'est-ce qu'on peut lui donner, etc. Donc à cette occasion-là, je vous rappelle qu'il y a un petit livre de poche qui est sorti cette année et qui a été qui a été distribué dans toutes les unités de soins intensifs aux médecins, aux responsables infirmiers et qui reprend les différentes procédures par rapport aux dons d'organes, que ce soit en mort cérébrale ou après arrêt thérapeutique. Et ce livre, il est actuellement disponible depuis peu sur Internet, donc on peut tout à fait le télécharger. Alors l'adresse est un petit peu longue, mais comme vous voyez, on filme les exposés de cette année, donc comme les autres années, quand ça s'est déjà passé, on va vous transmettre, quand ce sera disponible, un lien pour pouvoir les revisionner, éventuellement les exposer, ou pour ceux qui n'auraient pas pu venir. Et alors, on va y indiquer également le site, le lien sur lequel vous pouvez télécharger ce livre qui peut vous aider dans la gestion quotidienne des donneurs. Alors, ce qu'on constate aussi quand on pose cette question-là, c'est que même ceux qui ont le plus d'expérience par rapport aux dons d'organes, au management des donneurs, etc., gagnent encore en connaissance. Donc, on voit qu'il y a un gain de connaissance au fil du temps et suite aux informations. Concernant les patients que l'on prélève après arrêt thérapeutique, les médecins répondants au questionnaire s'estiment mal informés, par contre pas les assistants. Le fait que les médecins s'estiment mal informés, on se demande si ça ne peut pas poser un problème de détection. Et donc là, on se dit qu'il y a encore probablement du travail à faire dans l'information. Et il faut quand même rappeler qu'il n'y avait aucun médecin qui était présent aux séances d'information. Donc, bon, ils ne viennent pas aux séances d'information et puis ils se disent mal informés. Donc, quelque part, il y a peut-être un petit problème aussi. Concernant toujours les donneurs à cœur arrêté, les infirmiers ont augmenté leurs connaissances alors qu'on a l'impression justement qu'il y a une certaine stagnation au niveau médical à ce sujet. Alors ce qu'on a envie de dire, de grâce, quand il y a des séances comme ceci, essayez d'emmener vos médecins, qu'on puisse, bon il y en a quelques-uns dans la salle, mais qu'on puisse effectivement avoir une discussion avec eux sur les sujets qui nous préoccupent. Et alors, concernant l'approche des familles, les chiffres montrent qu'un médecin sur 2 et un infirmier sur 2 s'estiment mal préparés par rapport à la communication avec les familles. Et c'est la même chose pour 4 assistants sur 5. Et à ce niveau, évidemment, quand on regarde en fonction de l'ancienneté joue, donc les personnes qui travaillent aux soins intensifs depuis le plus longtemps se sentent le moins mal à l'aise avec ce genre de démarche. Alors, je vais passer rapidement sur ces dias suivantes, puisqu'on y reparlait notamment des décisions d'arrêt thérapeutique. Considérez-vous qu'elles sont prises avec l'intention expresse de prélever des organes. Alors là, on voit qu'il y a, les chiffres nous montrent qu'il y a quand même une diminution. Donc 22% des personnes interrogées précédemment estimaient que oui, parfois, on pouvait peut-être décider un arrêt thérapeutique pour faire un prélèvement d'organes. Il n'y a plus que 9% et ce sont tous des infirmiers. Par contre, il y a un médecin sur les 13 médecins interrogés qui a répondu oui, pas seulement oui, parfois. Donc il y a encore un certain pourcentage de médecins, c'était 14% en 2014, mais c'est 8%, ce qui représente un médecin sur 3, qui pense qu'effectivement, on décide d'arrêt thérapeutique pour prélever des organes. Il y a une certaine
homogénéisation entre les catégories d'ancienneté, donc il n'y a plus de différence, mais on peut quand même constater quand on voit les chiffres qu'aucun de ceux qui travaillent depuis moins d'1 an ne pense que effectivement la décision d'arrêt thérapeutique est utilitaire. Donc quelque part, on a peut-être par les séances d'information convaincu les soignants, notamment les plus jeunes, que les choses ne sont pas faites pour effectivement prélever les organes. Alors, lors d'un prélèvement à cœur arrêté, vous pensez que le patient est en mort cérébrale, qu'il est en arrêt cardiaque et pas en mort cérébrale. Je ne sais pas et ça me perturbe, ou je ne sais pas et ça ne me pose pas de problème. Sur ces résultats-là, on constate des chiffres exactement les mêmes que ceux de l'année dernière et on peut se poser des questions. Est-ce qu'il n'y a pas des études qui seraient nécessaires? Et là, on peut peut-être interpeller Monsieur Loreis. Est-ce qu'il n'y a pas des études qui seraient nécessaires pour voir ce qui se passe au moment de la phase agonique et au moment de la du passage du décès, au moment effectif du décès, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là et pour prouver effectivement que le patient est en mort cérébrale et que c'est irréversible. Alors, celle-ci est un peu redondante avec la précédente, mais elle permet de mettre en évidence qu'il y a une diminution du pourcentage des infirmiers qui sont mal à l'aise par rapport à un arrêt thérapeutique. Donc, on peut imaginer que les infirmiers comprennent mieux les raisons et les procédures liées aux arrêts thérapeutiques et aux prélèvements à cœur arrêté. Avant-dernière question, c'était avez-vous déjà eu l'occasion de participer à une séance de formation à l'approche des familles des donneurs. Et donc là, il n'y a pas de différence entre les unités de soins intensifs, sauf pour une, où il y a une des 6 unités à envoyer la moitié de son personnel. Donc il y a la moitié de son personnel qui a participé à une séance. Autrement, vous voyez qu'il n'y a que 33% des membres du personnel qui ont eu l'occasion de participer à cette formation. 30% des médecins et assistants y ont participé, 37% des infirmiers également. Alors, quand on compare cette question avec la question numéro 7E, si vous vous rappelez, qui était l'approche des familles, eh bien là, on se rend compte que 70% de ceux qui ont suivi une séance EDEP se sentent à l'aise pour aborder les familles. Donc, quelque part, on peut imaginer que ces séances d'information sont utiles. Et la dernière question était, seriez-vous intéressé de suivre une séance de formation de ce type-là? Et là, on a massivement une réponse de 80% de personnes qui souhaitent assister à ce type de séance. Et il y a même une unité dans laquelle il y a une demande qui équivaut à 90%. Donc 9 soignants sur 10 souhaiteraient y assister. Il n'y a aucune différence entre le personnel médical et le personnel infirmier, donc tout le monde est demandeur. Quand on compare cette question avec la fameuse 7E pour l'approche des familles, on se rend compte que 84% de ceux qui ne veulent pas de formation et qui estiment que ce n'est pas nécessaire sont ceux qui se sentent à l'aise avec les familles. Il n'y a pas de surprise. Et quand on compare avec la question précédente, la 11, eh bien 71% de ceux qui ont déjà fait une formation souhaiteraient la refaire et 83% de ceux qui n'en ont pas fait la demandent. Donc, en conclusion de cette étude, on peut dire que davantage de soignants des unités de soins intensifs du CHU ont fait la démarche à l'administration communale. On enregistre 5% supplémentaires. On peut dire également que les soignants s'estiment globalement mieux informés par rapport aux différentes procédures, mais que l'approche des familles reste encore une question sensible. Qu'il y a une demande claire pour une formation sur la communication avec les familles des donneurs et qu'une seule séance de formation ne suffit peut-être pas, qu'il est difficile de mobiliser les médecins pour les séances d'information et on peut peut-être se poser la question de savoir quelle politique il faut avoir vis-à-vis des assistants qui sont en formation et qu'enfin, il y a moins de réticence que précédemment pour le don de tissu, mais qu'il y a une demande aussi explicite, ça a été explicitement noté dans les commentaires des questionnaires, d'informations sur le sujet. Et donc, c'est pour ça qu'on est très heureux de pouvoir accueillir dans quelques minutes des gens qui vont nous parler des prélèvements de tissu. Pour en terminer, je voudrais remercier le docteur Ledoux pour son aide pour l'analyse de ces résultats statistiques au niveau des 2 questionnaires. Et je vous remercie, vous, pour votre présence aujourd'hui et pour votre attention.